Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence aussi nombreux ce soir autour de cet événement qui est donc un événement suite à l'étude qui est publiée qui s'intitulait Municipal l'écologie à l'épreuve des territoires, qui était issue d'un partenariat entre l'Institut Terram dirigé par Victor Delage et l'ONG Project Tempo, dont je dirige l'antenne française. Ce que je vous propose, alors bien sûr, vous avez déjà devant vous, ça vous a été distribué l'enquête dans son intégralité, mais de vous faire un bref résumé dans une petite dizaine de minutes des principaux enseignements, de ce qui ressortait, des éléments les plus saillants de l'enquête. Ah, ça c'est moi. Le principal, le point d'entrée de cette étude, c'était déjà d'essayer de saisir quel était le rapport des Français aux politiques environnementales qui sont mises en place au sein de leur municipalité, au sein de leur territoire. Le premier élément que l'on constate dans l'étude, il est assez optimiste, puisque l'on voit que 71% des Français se disent satisfaits de leur maire en matière de politique environnementale, de ce qui a été fait. Donc la transition environnementale n'a pas du tout été au point mort dans le précédent mandat dans les municipalités. Néanmoins, à ce premier constat optimiste, il y en a un second qui est un petit peu plus problématique qui se dresse, c'est la question de la rapidité, c'est la question du rythme de la transition écologique. Puisque l'on constate qu'il n'y a qu'un tiers de la population, un tiers des Français qui considèrent que leur commune est en avance sur la protection de l'environnement. Avec à nouveau des différences assez nettes qui apparaissent en fonction de la taille de la commune d'habitation. C'est-à-dire que l'optimisme est un petit peu plus élevé au sein des grandes métropoles plutôt que dans des communes de taille inférieure. Le second enseignement de cette étude, c'est la nécessité de changer certains narratifs autour de la transition écologique. Parce que quand on demande aux Français quels sont les enjeux qui les préoccupent le plus au niveau de leur municipalité, sur quels sujets sont attendus en priorité leurs maires dans le prochain mandat, on se rend compte qu'il y a une thématique qui arrive assez largement en premier, c'est la sécurité. Alors derrière, on peut avoir quelques éléments, quelques politiques publiques qui sont liées aux sujets environnementaux, notamment la question de la réduction des pollutions, la question du développement des transports en commun, mais néanmoins, c'est bien cette question, c'est bien cet enjeu de la sécurité qui arrive assez largement en premier. Et ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, c'est d'aller un petit peu plus loin sur ce constat, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Français sur cet enjeu de sécurité. Parce que généralement, quand on entend parler de sécurité dans le débat public, dans les médias, c'est seulement une sécurité policière dont il est question. Alors qu'en réalité, on constate que c'est beaucoup plus vaste quand on interroge les Français sur ce sujet-là. Parce qu'il y a une dimension, certes, de sécurité policière, mais également une dimension de sécurité routière, de sécurité économique et sociale, et, pour quasiment un Français sur deux, une dimension de sécurité environnementale et sanitaire. Donc ça invite évidemment à repenser certains narratifs autour de la transition écologique en intégrant cette dimension de sécurité dans le discours. Un autre enseignement qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est la mise en avant qu'il n'y a pas de backlash écologique. Alors, il peut y avoir un backlash écologique de la part de certains partis politiques qui sont largement désinvestis de ce sujet-là, mais néanmoins, quand on regarde la perception qu'ont les Français de la politique environnementale, on se rend compte que pour quasiment 8 personnes sur 10 qui comptent voter aux prochaines élections municipales, les propositions des différents candidats sur les questions environnementales auront une place importante dans leur choix de vote. Et ce, finalement, peu importe leur proximité partisane. C'est certes plus important pour les proches des écologistes et pour les proches de la France insoumise, mais c'est néanmoins 71% pour les proches des Républicains et 70% pour les proches du Rassemblement national. Donc c'est une invitation également pour les partis politiques, pour certains partis politiques qui se détachent de plus en plus de ces préoccupations environnementales dans leur programme, de bien considérer que quand ils font ça, ils sont largement en décalage avec leurs électeurs. Un autre enseignement, c'est le lien qu'il peut y avoir entre ces préoccupations environnementales et la réalité du terrain. Puisque le changement climatique, c'est quelque chose, c'est une réalité qui est déjà perçue largement dans la vie de tous les jours, dans la commune d'habitation. C'est encore plus important au sein des communes de taille importante que dans des communes rurales, mais néanmoins, on est sur des Français qui vivent déjà concrètement, à l'heure actuelle, les effets du changement climatique. Autre point
saillant de cette enquête, c'est la nécessité de territorialiser la politique environnementale. Parce que quand on interroge les Français sur les enjeux spécifiques qui les intéressent, enfin qui les inquiètent plutôt en matière écologique, en matière environnementale, on se rend compte qu'il y a des différences assez nettes selon la taille de la commune d'habitation. En l'occurrence, les habitants des communes rurales sont beaucoup plus préoccupés par les questions de qualité de l'eau, par les questions de quantité de l'eau, alors que dans les communes de taille plus importante, c'est d'autres problématiques qui les touchent davantage, en particulier la question de la pollution sonore, de la pollution de l'air, voire du manque d'ombre et de la chaleur excessive, voire de l'urbanisation excessive. Donc évidemment, si vous avez des divergences aussi importantes de perception des risques environnementaux en fonction de votre territoire d'habitation, ça nécessite d'avoir une politique environnementale qui donne la main aux territoires pour pouvoir également forger par eux-mêmes ces politiques pour qu'elles soient réellement adaptées à ce que vivent les Français dans leur territoire. Enfin, un autre élément que cette étude permet de remettre en question, c'est celui du NIMBY. NIMBY pour Not in my backyard. Vous le savez, hein, généralement, on a tendance à dire, oui, alors les Français, globalement, sont pro-environnement quand c'est quelque chose de désincarné, qui ne les touche pas personnellement. Mais dès qu'on passe dans du concret, dès qu'on passe à des mesures qui les touchent, qui vont impacter leur quotidien, ils ne sont plus du tout en faveur de ces mesures. Donc on a testé 9 mesures spécifiques. Et on se rend compte que sur ces 10 mesures spécifiques, et sur ces 10 mesures spécifiques, il y en a 9 où une majorité de la population se dit en faveur pour qu'elles soient mises en place dans leur commune. Il y en a une seule où il n'y a pas une majorité, 49%, c'est l'installation d'éoliennes sur le territoire de leur commune. Mais au global, les Français sont prêts à ce que, et souhaitent que des politiques environnementales spécifiques soient mises en place dans leur commune. Pour les 2 derniers éléments principaux de cette enquête, le premier, c'est celui de la nécessité d'articuler transition écologique et croissance économique. Les Français ne se positionnent pas du tout dans une logique de décroissance, et ils pensent au contraire que la transition écologique peut se faire sans ralentir la croissance économique. Pour 3/4 d'entre eux, et même chez les proches des partis les plus sceptiques, en l'occurrence les écologistes, on est quand même sur une majorité de proches de ce parti qui considèrent bien que transition écologique et croissance économique peuvent aller de pair, à condition évidemment que les politiques, politiques économiques soient vertueuses d'un point de vue environnemental. Enfin, en ce qui concerne le dernier élément que je jugeais intéressant à vous présenter, c'est la nécessité de sortir d'une logique sectorielle de l'environnement. Pendant longtemps, l'environnement, ça a été cantonné à une sous-partie d'un programme électoral, et on a vraiment changé d'air dans la perception qu'ont les Français de ces sujets-là. En l'occurrence, vous en avez 7 sur 10 qui vont vous dire que la politique environnementale doit être une politique systémique qui est intégrée à l'ensemble des décisions publiques, transport, logement, développement économique. Donc, ça doit être une matrice de réflexion qui permet justement qui doit infuser sur tous les sujets de politique publique et non pas être seulement quelques mesures spécifiques qui sont juste mises là pour faire joli. Voilà pour les principaux résultats de cette étude. Maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur le Haut-Commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune, pour nous dire quelques mots. Merci beaucoup, cher Antoine, pour cette présentation qui m'a rafraîchi les idées sur cette étude dont j'ai pris connaissance récemment. Et merci, cher Victor Delage et l'Institut Terram pour ce travail, pour cette invitation et de m'avoir invité à en dire aussi quelques mots, loin d'une campagne électorale, je vous rassure, mais plus généralement. D'abord, ça a été très bien démontré et redit à l'instant que j'arrivais par Antoine Bristiel, et c'est rassurant. Fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas, contrairement aux idées reçues, de backlash écologique, de recul de cette préoccupation. Il y a peut-être un backlash écologiste, on verra, mais il n'y a pas de backlash écologique, et c'est ça le plus fondamental. C'est un enjeu, et c'était sans doute pas évident, si j'imagine on avait fait la même étude il y a 5, 10 ou 20 ans, que ce soit aussi partagé chez nos concitoyens, et en fonction, même s'il y a évidemment des nuances ou des différences, de la taille des communes. Ce n'est plus l'écologie un sujet d'un parti ou d'un camp, et ça n'est plus non plus un sujet de centre-ville ou de bobo urbain, comme on l'entend encore parfois dans le discours politique sur l'écologie en général pour la contester ou la dénoncer.
L'autre enseignement qui me paraît extrêmement important et rassurant, c'est qu'à travers différents indicateurs de l'étude, on voit que l'échelon local, municipal, est jugé particulièrement pertinent, monsieur le maire, cher Hugo, pour agir en matière écologique. À la fois, si j'en crois les résultats, par le jugement qui est porté sur l'action de ses élus municipaux, locaux, de son maire. Je crois que c'est 7 Français sur 10 qui, quelle que soit la couleur politique de leur maire, estiment que le bilan en matière écologique est satisfaisant, même s'il y a des exigences, en général pas d'aller moins loin, mais d'aller plus loin sur le plan de l'écologie en général. Et puis, au-delà de l'étude, ça c'est une conviction très forte que je me suis forgée notamment en suivant le secteur des transports. Quand on parle d'écologie au niveau local, d'une grande ville à une plus petite commune, d'une zone très urbaine et très dense à une zone rurale, on dégonfle un peu la pression idéologique sur ce sujet de l'écologie et on enlève, si je puis dire, le poison du clivage, en quelque sorte. Ça me paraît très frappant sur un débat comme celui des zones à faible émission. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que ce débat, quand il est revenu au Parlement avec beaucoup de démagogie, est devenu une sorte de cible ou de symbole. Bon, d'abord qu'on a un acronyme pas très joli, auquel on ne comprend rien, c'est rarement une stratégie marketing politique très efficace. Personne ne va défendre les ZFE. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air un peu barbare. Personne ne va défendre le ZAN, pour prendre un autre exemple écologique. Ça a l'air barbare et pas très joli non plus. Donc on n'a sans doute pas vendu l'idée, je me mets dedans puisque j'ai défendu cette idée quand j'étais moi ministre des Transports, comme la meilleure idée pour l'adhésion politique collective de notre pays. Bon. Mais j'allais dire en réalité, je fais là aussi une forme de retour critique sur ce qu'on a fait sur ce sujet, elles sont évidemment nécessaires. Je crois que réduire la place de la voiture, en ville en particulier, est éminemment nécessaire. On doit poursuivre ces politiques. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on a fait des ZFE qui ne s'appellent pas ZFE dans beaucoup de villes, non sans débat, au cœur de cette ville, Paris elle-même, mais dans beaucoup de villes. Il y a eu des politiques, d'ailleurs, au-delà d'un certain camp ou d'une certaine étiquette politique, de plus en plus, de réduction de la place de la voiture. Je disais une autre étude aujourd'hui dans une tribune parue dans Le Monde qui disait, je crois, que 72% des Français qui vivent en zone rurale eux-mêmes sont pour la réduction de la place de la voiture, évidemment sous certaines conditions, et notamment l'existence d'un accompagnement social ou de solutions de transport alternatives. Mais ce n'est pas vrai de dire qu'on vit encore le clivage autour de la voiture. Il y a une aspiration, en tout cas, à ce qu'on réduise sa place. Donc, en réalité, beaucoup de maires, pas seulement dans la capitale, pas seulement dans les très grandes villes, ont mené des politiques de réduction de la place de la voiture, plus ou moins réussies, plus ou moins accompagnées, c'est un autre débat, mais en réalité, ont mis en place une politique qui ressemble à ce qui a été visé à travers les zones à faible émission, c'est-à-dire dégager un peu nos centres-villes, dégager le cœur des villes les plus denses d'une circulation automobile polluante, dangereuse et de plus en plus rejetée. Quand on prend le débat par le local, on y arrive plutôt bien, en moyenne, en pratique. Quand on prend le débat par un combat idéologique national, on bloque et on a des espèces de combats symboliques qui en général sont perdants, comme on l'a vu sur les zones à faible émission. Donc mon message est qu'il faut encourager le niveau local, le niveau municipal ou parfois de la métropole dans certaines grandes villes pour mener ces politiques d'écologie concrètes, y compris sur des sujets difficiles, ou en tout cas autrefois difficiles, comme celui de la place de la voiture. Troisième enseignement que je trouve très frappant dans ce que Antoine a présenté à l'instant, c'est cette approche systémique, globale. Et je pense là aussi, c'est pas contradictoire avec l'idée de faire du micro et du local. Quand on approche l'écologie par du concret, en disant est-ce que vous voulez qu'on fasse des politiques qui sont bonnes pour votre santé ? Est-ce que vous considérez qu'un cadre de vie sain, qu'un cadre de vie avec moins de voitures, qu'un cadre de vie avec plus d'attention à la question des perturbateurs endocriniens dans les écoles ou dans les crèches, avec une politique anti-PFAS, comme on le voit dans des grandes villes, y compris comme Limoges et beaucoup d'autres communes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça c'est de l'écologie, que ça c'est positif, que ça contribue à votre santé et même à votre sécurité, on le voit dans l'étude au sens le plus large? La réponse est massivement oui. Et de même qu'en matière de santé, on parle parfois au niveau international d'une politique dite One Health, une santé unique à travers beaucoup de dimensions, l'environnement et l'écologie aujourd'hui se vivent à travers ces dimensions très concrètes.
parle sous le contrôle d'Hugo. On a fait un grand rapport au commissariat à la demande du Parlement, à la demande de l'Assemblée nationale sur la santé environnementale. On a traité de ces questions des PFAS, on a traité de cette question des pesticides, on a traité de la question des pollutions de l'air et de la réduction des particules. On a traité de la question du bruit. Très intéressant de voir que dans les grandes agglomérations en particulier, la pollution sonore est un sujet massif. Si j'ai bien lu, c'était le deuxième sujet de préoccupation environnementale dans l'agglomération parisienne. Bref, quand on s'adresse aux citoyens par l'angle de la santé en général notamment, on obtient une adhésion très forte à ces questions d'environnement, d'écologie. La question des PFAS ou des perturbateurs endocriniens en fait partie et on voit beaucoup d'initiatives locales en la matière. Donc je suis persuadé, pour le voir un peu sur le terrain, pas qu'à Paris je vous rassure, que la question écologique reste au cœur des préoccupations, au cœur des attentes des élus municipaux. Peut-être d'ailleurs ce qui fait la difficulté d'un parti vert, puisque quand on n'a plus le monopole d'une cause, c'est plus difficile de la défendre. J'ai vécu ça sur l'Europe, quand il y a des partis pro-européens qui sont concurrencés par des partis qui étaient anti-européens, qui deviennent pro-européens, c'est plus compliqué d'avoir une voix forte. Je ferme cette parenthèse, mais l'écologie, heureusement, reste au cœur de nos préoccupations. Je crois que c'est la deuxième après la sécurité au sens plus strict, qui émerge dans toutes les enquêtes aujourd'hui, à quelques semaines des élections municipales. Et donc, je crois que quels que soient les résultats ici ou là des élections, et heureusement pour notre pays, au-delà des débats à l'Assemblée autour des ZFE, du ZAN ou d'autres acronymes peu heureux, nous aurons des actions écologiques fortes. Il faudra évidemment maintenir une pression civique dans les années qui viennent, et pas seulement dans le cœur de nos grandes villes. Donc j'y vois un encouragement. Merci de remettre cette idée ou de tordre le cou à cette idée reçue à travers cette étude que l'écologie serait en recul. Elle est menacée. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, je le dis devant François Gémen. Le combat pour la reconnaissance du changement climatique, la nécessité de poursuivre des politiques, parce qu'évidemment tout ne se fera pas au niveau local, il faut même de la coopération européenne et internationale, au moment où on attaque des grandes avancées, je le crois, comme le Green Deal, mais tant mieux, par le niveau concret, local, municipal, nous avons une adhésion encore forte, donc il faut faire un élan pour d'autres politiques nationales, européennes ou internationales en faveur de l'écologie, pour peu qu'on la nomme bien, qu'on la décrive bien et qu'on la mette sur des préoccupations concrètes qui touchent notamment ces sujets de santé, de sécurité qui préoccupent beaucoup d'habitants, de parents et d'électeurs. Donc merci d'avoir contribué à l'éclairage civique de ce débat municipal. Merci à Terram pour cette étude encore une fois éclairante. Cher Victor, nous avons plusieurs fois eu l'occasion de coopérer et j'espère que sur ce sujet de l'écologie qui me tient à cœur, vous l'aurez compris, nous continuerons à le faire et beaucoup d'autres sujets territorialisé, puisque c'est la valeur ajoutée et l'obsession saine de votre structure et de Terram depuis maintenant quelques mois et quelques années. Donc longue vie à Terram, merci encore pour cette invitation et continuons le combat écologique. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'animer le débat qui va suivre et de représenter ce soir l'Institut Terram. Donc, effectivement, comme cela a été dit, c'est un groupe de réflexion collégiale, multidisciplinaire, mais toujours avec cet enjeu de territoire, donc une obsession saine, comme cela a été dit. Et qui réunit des auteurs différents, donc des auteurs déjà très installés, comme le cultissime Jérôme Fourquet, qui a récemment travaillé sur les sujets de tourisme avec Airbnb, ou Salomé Berliou, sur les sujets de ruralité. On a aussi des auteurs plus jeunes qui sont représentés par Terram. Je pense par exemple à Jean-Baptiste Mananti, qui est présent ce soir, qui a travaillé sur l'IA dans les territoires. Je pense à Lou Vincent qui a travaillé sur la santé mentale dans les territoires, moi-même qui ai eu la chance de travailler sur l'ancrage territorial des entreprises. Et voilà, il y en a qui cumulent ces deux qualités, qui sont à la fois installés et jeunes, comme Antoine Bristiel, qui nous permet aujourd'hui de proposer cette étude qui tombe à pic avec les élections municipales qui arrivent. Et donc, je vous propose dès maintenant d'appeler avec moi, alors on a entendu parler de lui, Hugo Biolay, qui va nous rejoindre, et qui vous êtes cofondateur du collectif Le Printemps des maires, dont l'objectif est d'encourager les jeunes à s'investir dans leur commune. Et pour cause, vous étiez le plus jeune maire, donc en 2020, élu à 18 ans, ça force le respect. Vous êtes toujours maire, bien sûr, en Ardèche, et vous allez nous parler de votre expérience, non pas comme bien souvent le cas d'élus et retraités, mais d'élus et étudiants. Donc c'est important de le rappeler.
Et je vais également être rejointe par Adeline Duterre, qui vous êtes secrétaire générale de Natran, qui est un opérateur de transport de gaz en Europe, qui participe au développement des gaz renouvelables d'ici 2050. Merci d'être avec nous, ainsi que Victoria Sébert. Vous êtes chef de pôle territorialisation et adaptation au SGPE. Donc on parlait d'acronyme tout à l'heure. Celui-ci est le secrétariat général à la planification écologique. Et enfin, Antoine Bristiel, que vous connaissez tous, qui est donc directeur France de l'ONG Project Tempo et bien sûr auteur de l'étude qui nous réunit aujourd'hui. Et bien sûr, comment l'oublier, excusez-moi, François Gémen, qui est politologue et chercheur. Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et des migrations. Donc le meilleur pour la fin. Et je vous remercie d'être avec nous. Et donc, pour commencer ce débat, je vous propose tout d'abord de parler tout simplement de la place de l'écologie dans les territoires, en commençant par notre maire, Hugo Biolay. Donc, on parlait de la différenciation de l'écologie et donc ce rapport aux communes. Et je voulais avoir, vous, votre rapport en tant que maire sur l'évolution des administrés, sur la perception de l'écologie, et aussi votre évolution personnelle sur la question. Alors, 1, 2, c'est bon. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et sur cette question-là et dans les territoires, moi, ce que je peux déjà dire, c'est que les chiffres qui ont été présentés à l'instant, ils décrivent une réalité qui est quand même plutôt là. C'est-à-dire que ce qui a été représenté et ressorti en termes de chiffres, c'est des trucs sur lesquels moi j'ai des anecdotes. Et la première des anecdotes que j'ai, c'est de se dire que la question de l'environnement, c'est pas forcément une question en soi, mais c'est toujours une question. C'est-à-dire que sur chacun des sujets que l'on vient traiter sur la commune, il n'y a pas un seul débat sur un seul sujet dans le conseil municipal ou quand je vais discuter avec un habitant ou un autre, sur lequel la question de l'environnement, elle ne vient pas. Et généralement, d'ailleurs, ce qui vient, c'est il faut qu'on fasse attention à ce que quand on fait quelque chose, peu importe le projet, on fasse les choses bien. En gros, c'est ça. Et il faut aussi qu'on fasse attention à ce que ça ne nous crée pas trop de contraintes. Il y a vraiment ce truc-là de rapport à il faut qu'on fasse les choses bien, mais pas trop de contraintes. Et nous, quand on a eu à rénover un bâtiment, par exemple, on s'est posé la question de l'isolation qu'on allait devoir mettre à l'intérieur. On s'est posé la question de mettre des panneaux solaires sur le toit. On s'est posé la question de peut-être que c'est mieux de rénover un bâtiment pour mettre tous nos services publics à l'intérieur, plutôt que d'aller en construire 3 autres, d'aller artificialiser des sols, d'aller prendre plein de matériaux nouveaux pour construire des trucs, alors qu'on a déjà des bâtiments existants qui sont au cœur de la commune pour pouvoir faire quelque chose. Et à la fin, on arrive au même résultat. Peut-être que ça coûte un petit peu plus cher, et on pourra venir sur la question des financements, mais on arrive au même résultat. Et ce rapport à l'environnement, en fait, dans nos communes, il est là. Il est sur un sujet concret, la manière dont on le traite, la manière dont on le parle. Et ça, c'est pas clivant, parce que c'est une manière qu'on a d'avancer sur un sujet. Et puis, c'est quelque chose, j'en terminerai là, qui est aussi très concret. C'est aussi très concret parce que moi, quand je me balade et que je vais jusqu'à Lyon, par exemple, bon, j'ai plusieurs manières de le faire. Imaginons que je décide de prendre la voiture, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Quand l'autoroute est bouchée et que ça pose des problèmes à ceux qui habitent à côté, moi, je prends la départementale. Et là, j'arrive et je remonte et je passe par un petit village qui s'appelle Limony, qui a un petit hameau qui s'appelle Arcoul, qui, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, s'est fait complètement envahir par une très très grosse inondation. Il y a entre 20 et 30 maisons sur les 40 maisons du hameau qui se sont faites quasiment rayer de la carte. Et l'eau est montée comme ça de 3 mètres en quelques minutes parce qu'on a eu un épisode Cévenol énorme. Et ça, c'est une cicatrice du changement climatique sur notre territoire. Et je me rends compte quand je me balade que des cicatrices, il y en a de plus en plus. Et que ça, c'est dans nos têtes. Et que quand on discute, peu importe avec qui, moi, c'est fou, mais les anciens, du village, quand je discute avec eux, mais le nombre de personnes qui me disent, mais ça fait depuis 40 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Une inondation comme ça, une sécheresse comme ça. Moi, ça fait que 6 ans que je suis élu. Et des 40 ans, ça fait 40 ans, j'en ai entendu plein. Et donc ça, forcément, ça fait que le sujet, il reste dans les têtes parce qu'il est palpable. Mais alors, on a ce retour de terrain grâce à vous. Et alors, si on prend un peu de hauteur, donc je me tourne tout de suite vers vous, François Gémen, avec
votre approche géopolitique de l'environnement. Pas ça. C'est nécessaire maintenant. Et alors justement, est-ce qu'on n'est pas réunis aujourd'hui autour d'un faux sujet, dans le sens où est-ce que c'est vraiment à l'échelle du local qu'on peut agir, ou est-ce que les grandes décisions qui vont permettre d'avancer réellement se prennent à l'échelle nationale, voire internationale? Deux choses par rapport à ça. Sur la question de l'échelle nationale, je suis souvent frappé de voir à quel point le sujet de l'écologie au niveau national se perd souvent sur des enjeux symboliques qui vont surtout servir à cliver le débat et en réalité à marquer l'appartenance à un camp et à différencier un camp de l'autre, singulièrement en campagne électorale. C'est pour ça que moi je ne suis pas forcément, contrairement à la plupart de mes collègues, je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on parle beaucoup d'écologie dans les campagnes électorales, parce que ça va souvent être utilisé comme un sujet pour se démarquer de l'autre, alors qu'en réalité, la transition a besoin de stabilité et de continuité. Et ce qui me frappe très souvent en allant dans les communes, c'est de voir à quel point souvent les politiques écologiques en fait sont mises en place par souci de l'intérêt des administrés, et comme il est parfois très très compliqué de savoir si ça a été mis en place par un maire de gauche ou par un maire de droite, et qu'en réalité on est sur des sujets beaucoup plus pragmatiques en quelque sorte, et que donc toute une série de tensions idéologiques disparaissent volontiers. Ce qui est particulièrement drôle, c'est quand vous avez certains maires qui sont aussi des figures politiques nationales et qu'on voit le décalage immense parfois entre ce qu'ils racontent sur les plateaux de télévision ou de radio à l'échelle nationale et ce qu'ils font dans leur commune. J'ai été frappé récemment lors d'une expérience dans une station balnéaire de la Côte d'Azur bien connue, dont le maire est également une figure nationale, de voir le décalage immense entre ce qu'il peut dire de l'écologie lorsqu'il est invité sur les plateaux de télévision et de radio, et je comprends pourquoi il le fait, pour se démarquer au niveau national, et le fait que quand on arrive dans sa commune, on a l'impression que la commune est gérée par un maire écolo. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'un décalage profond entre le niveau national et le niveau local. Maintenant, si je viens au niveau international, je pense qu'une erreur terrible que nous commettrions, ça serait d'imaginer que c'est au niveau international que les grandes décisions sont prises et qu'elles ruissellent ensuite jusqu'à l'échelon local. En réalité, c'est exactement l'inverse. Les grandes décisions, elles sont prises au niveau local et ensuite elles font leur chemin jusqu'à l'échelon national. On voit souvent les COP comme des sortes de grands barnums un peu inutiles, qui ne servent à rien, qui de surcroît ont une empreinte carbone assez lourde. En réalité, il faut bien comprendre que la décision qui va se prendre lors des COP, elle dépend de ce qui est fait, de l'état de la transition dans les différents pays, état de la transition qui elle-même dépend des décisions qui sont prises par les collectivités ou par les entreprises. Et que donc si un pays peut avoir une position forte à la COP, c'est parce que la transition est très avancée à l'échelle nationale, et elle est très avancée à l'échelle nationale si elle est aussi avancée à l'échelle locale. Et cette question, elle est fondamentalement importante de bien comprendre que sur la question de la décision internationale, nous ne sommes plus, et on peut le regretter sur certains aspects de respect des droits humains ou d'autres, nous ne sommes plus dans une logique où le droit international était parfaitement respecté et allait ensuite s'imposer à tous les échelons et allait ruisseler. Nous sommes aujourd'hui dans une logique ascendante, ce qui, en matière de droits humains, est dramatique parce que ça veut dire que les gouvernements font un peu ce qu'ils veulent et se contrefichent éperdument de toutes les conventions de Genève et de toutes les conventions sur les droits humains ou sur le droit de la guerre. Mais par contre, au niveau environnemental, ça veut dire que les normes internationales sont possibles dès lors qu'il y a une action au niveau national qui elle-même est possible à partir du moment où il y a une action au niveau local. Donc, là, on avait effectivement ce point de vue des décisionnaires publics, mais j'aimerais qu'on parle aussi des acteurs privés. Donc je me tourne vers vous, Adeline, justement du point de vue d'un opérateur de transport de gaz en Europe. Pour vous, quels sont les principaux freins que vous rencontrez pour agir en faveur de la transition dans les territoires ? D'abord, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la transition énergétique, c'est une affaire de territoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de passer s'agissant de l'énergie en tout cas, d'un système qui était complètement centralisé, avec quelques grands points d'importation de gaz, quelques grandes centrales de production d'électricité, à une multiplicité de sources de production renouvelables à la maille de chaque territoire.
Donc c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai aussi pour le gaz, hein, puisque nous, le grand enjeu, c'est le verdissement du réseau de transport et de distribution de gaz. Et donc pour ça, il faut qu'on passe d'un système d'importation de gaz fossile à des systèmes de production locale de gaz renouvelables et qui sont issus des ressources du territoire précisément. Donc en fait, essentiellement des ressources agricoles, des déchets agricoles qui sont réutilisés. Et donc ce gaz, il a le mérite en fait d'avoir, enfin il est pour le coup essentiellement territorial, il crée de l'emploi local, il est évidemment non délocalisable, il permet de valoriser les ressources de la commune et du territoire. Et donc pour répondre maintenant à votre question, c'est comment on fait pour accélérer. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les pouvoirs publics ont pris des décisions récentes, puisqu'ils ont sorti la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne un cap justement pour le développement de ce biométhane. Et c'est extrêmement important, je pense, pour les territoires, c'est d'avoir un cap. Parce que si les industries, enfin plutôt en l'occurrence les agriculteurs veulent investir dans ces solutions, ben, ils ont besoin d'y voir clair. Et donc ce cap, il est très clair, il est ambitieux, hein, c'est un triplement à l'horizon 2030 du biogaz. Il faut savoir que le biogaz, la France est leader européen de la production. Donc c'est pas si souvent dans des secteurs comme ça où on peut dire qu'on est leader. Et l'ambition est forte puisqu'on envisage de le tripler. Ça c'est pour 2030, mais il faut que toutes les personnes qui vont développer ces solutions, ben, ils aient de la visibilité à plus long terme. C'est des investissements importants pour les agriculteurs. Et donc, il faut vraiment aussi qu'on se projette à plus long terme avec tous les outils de soutien nécessaires à horizon au-delà de cette échéance. Mais alors, vous parliez d'avoir un cap, et justement, je me tourne vers vous, Victoria, qui travaillez sur la notion de la planification aussi de la transition. Vous, de votre point de vue, est-ce que vous observez un basculement vers des actions plus concrètes? Et surtout, on parlait dans l'étude d'Antoine de la question de la différenciation territoriale. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. En réalité, il y a clairement aussi une forme de... Enfin, aujourd'hui, on est confronté de façon beaucoup plus directe et de plus en plus forte au changement climatique. Donc même pour ceux qui n'avaient pas forcément une ambition politique sur de l'écologie, de facto, ça devient un objet du quotidien dont il faut se saisir et sur lesquels tout le monde et tous les élus sont interpellés. Donc effectivement, on constate la même chose. C'est un sujet partout. Évidemment, en revanche, les priorités ne sont pas les mêmes, mais je pense que l'étude le montre très bien. Dans un territoire agricole, vous n'aurez pas du tout les mêmes priorités que dans un territoire urbain, pas la même façon aussi de s'y engager, d'où l'importance aussi d'arriver à créer l'environnement, sans mauvais jeu de mots, mais aussi administratif et réglementaire, qui permet à chaque territoire de s'approprier en fait finalement la capacité à se projeter dans un projet écologique ou dans un projet d'adaptation, pour que chacun puisse justement territorialiser au maximum ce que le cadre que l'État peut fournir. Et alors, ça nous amène aujourd'hui à des enjeux plus rapides, qui sont ceux des élections municipales, bien sûr, dans les jours, semaines à venir. Donc, je me tourne vers vous, Antoine, parce qu'il y a une sorte de paradoxe dans votre étude, c'est que vous montrez que les 3/4 des Français disent que les propositions en matière de transition des candidats vont influencer leur vote. Et en même temps, si je me souviens bien, ils sont que un quart, je crois, ou un tiers à dire qu'ils sont prêts à ce que les impôts locaux augmentent pour financer cette transition. Donc justement, j'aimerais savoir, d'après vous, comment accélérer ces transitions et surtout où placer le curseur de l'acceptabilité. Alors, sur la question des élections municipales, en effet, une grande partie du discours, en tout cas une partie du discours sur le backlash écologique est liée à la lecture de certains journalistes du score présumé ou réel des partis écologistes qui n'est pas évidemment à la mesure de l'inquiétude des Français, de la préoccupation sur ces enjeux-là. Et c'est d'ailleurs ce que M. le Haut-Commissaire a rappelé. Il y a une préoccupation qui est beaucoup plus large qui dépasse largement le seul parti écologiste. Sur la question du financement et du coût de la transition écologique, c'est à mon avis le point central. Parce que dans une précédente étude qu'on avait faite avec Victor, parce qu'on fait beaucoup d'études ensemble avec Victor, on voyait bien que, de manière générale, oui, les Français sont prêts à ce que davantage soit fait en matière d'écologie, mais quand on leur dit, oui, mais si ça vous coûte 10 € par mois, si ça vous coûte 25 € par mois, si ça vous coûte 100 € par mois, là, on voit que le pourcentage a tendance à décliner, mais de manière drastique, et en particulier dans les communes qui sont peu habitées. Donc la question du financement,
la question aussi de mettre en avant les bénéfices concrets de la transition écologique sont absolument indispensables. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec François Gémen sur ce sujet. On parle beaucoup du coût de la transition écologique sans mettre également en avant les bénéfices concrets dans la vie de tous les jours de la transition. Et ça, c'est, quand on parlait dans l'étude de renouveler les narratifs autour de la transition écologique, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Comme le fait de dire que, généralement, on a l'impression qu'on est les seuls à agir sur la transition écologique, alors qu'en réalité, tous les pays, ou en tout cas beaucoup de pays, essayent de faire quelque chose et essayent de concrètement prendre à bras-le-corps ce sujet. Donc vous nous parlez de renouveler ces récits politiques. Justement, je me tourne vers un élu qui, a priori, fait campagne. Et donc avoir vos retours de terrain sur ces sujets et voir aussi, vous, comment ces thématiques écologiques sont perçues sur le terrain auprès des personnes avec qui vous échangez et aussi comment elles prennent place dans votre programme. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Les questions d'environnement dans le programme, elles se prennent de la même manière que ceux dont je vous ai parlé il y a quelques instants sur nos histoires de locaux. C'est-à-dire que c'est partout et nulle part, en fait. Je n'ai pas une thématique environnement sur le programme. Par contre, sur les aménagements, on va se poser la question. Sur la solidarité, la cohésion sociale, on va se poser la question. Ne serait-ce que juste sur les aménagements des routes. Il y a un truc tout bête, mais en 2021, on a eu deux épisodes Cévenol à exactement 2 mois d'écart. Et on a eu plein de maisons qui étaient inondées. On a juste retravaillé la manière dont on faisait nos chemins, nos fossés, nos grilles, nos coupées d'eau. C'est des trucs hyper concrets. Et grâce à ça, en 2024, quand on a eu un nouvel épisode Cévenol, on a eu un peu moins de monde qui a été inondé. Encore quelques-uns, parce que c'est des trucs exceptionnels. Mais ça, c'est de la voirie. Je pourrais dire c'est juste de la voirie. Et effectivement, on fait juste le boulot nécessaire sur la voirie. Mais profondément, on est dans le volet adaptation. Après, pour aller un petit peu plus loin, moi, j'ai l'impression que dans le fait de traiter la question environnementale à travers le territoire, et je rejoins ce que je disais François Gémen à l'instant, on enlève le côté ok, moi j'ai une vision A, j'ai une vision B, j'essaie de me ressortir du truc, etc. On prend le problème, il arrive, on le traite. Et les mots que je vais vous donner, ils ne sont pas de moi. On a des réunions en ce moment avec les agriculteurs du village et des villages autour, plus exactement avec ceux qui s'occupent du réseau d'irrigation de l'ASA. Et les gens qui gèrent l'ASA, qui ont chacun des fruits, qui font pousser un certain nombre de trucs, ils nous disent, là on a un problème avec l'eau. On a un problème sur le prix de l'eau, on a un problème sur l'accès à l'eau, et on va avoir un problème sur la quantité d'eau. Mais la discussion qu'on a entre nous, c'est pas de dire « oh là là, c'est inadmissible » ou quoi que ce soit. Par contre, on fait le constat de se dire que pas loin de chez nous, il y a le Rhône qui coule. Le Rhône qui coule, il alimente des industries. Ça, c'est pour bosser. Il alimente également une centrale et plusieurs centrales nucléaires. Ça nous produit notre énergie. Il alimente toute une population en eau. Et puis, il alimente plein d'agriculteurs qui vont permettre de bouffer. Et donc, la question qu'on se pose ensemble, c'est de se dire, mais en fait, là, dans 20 ans, là, le Rhône qui a un équilibre un petit peu fragile, est-ce qu'il va falloir qu'on choisisse entre travailler, bouffer, boire ou avoir de l'électricité? Et ça, c'est des débats qu'on a ensemble, sur lesquels on essaie de trouver des solutions et sur lesquels le truc le plus dur, et pour passer dans le volet solution derrière, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, et ça, malheureusement, on n'y est pas encore arrivé. C'est-à-dire mettre à la fois ces représentants du monde agricole qui cherchent comment ils vont pouvoir encore avoir de l'eau dans quelques années, mais aussi ceux qui pondent les lois, les normes, ceux qui les font appliquer, ceux qui ont de l'argent pour éventuellement faire des investissements, et les différents élus et les collectivités. Là, il y a un truc qui ne se fait pas. Je n'ai pas une réponse comme ça à toute faite, mais en tout cas, on en est à ce stade-là de réflexion sur les différents sujets, et la frustration, elle naît de là. Elle naît de, on a le problème en face, on a envie de le régler. Comment on met tout le monde autour de la table? Mais alors justement, ça m'amène à parler du rôle de la planification. Vous, Victoria, au nom du SGPE, comment vous voyez ça? Quel est votre rôle pour bâtir aussi ces nouveaux récits, pour incarner la transition?
Je pense que justement, alors du coup, nous, forcément, on est placé, du coup, typiquement, on reprend un peu de hauteur, on est moins proche par définition des territoires, puisqu'on est à côté du Premier ministre. Mais l'idée est justement d'arriver à déjà, sortir de l'immédiateté, parce qu'en réalité, forcément, ça, c'est des sujets extrêmement prégnants qui s'imposent finalement à toute collectivité qui est confrontée. Donc, l'objectif d'avoir une planification, c'est d'être au contraire capable d'anticiper. Et ça, on sait qu'on va avoir ça de plus en plus. Donc, quel cadre on crée, comment on anticipe ça? Partager l'eau, en fait, il va probablement falloir le faire assez rapidement. Donc, comment on organise ces débats, comment on passe sur des solutions qui ne sont pas que, OK, mais comment on en tire encore plus, comment on articule des dialogues sur le fait de potentiellement renoncer à certaines choses. Enfin, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très politiquement intéressant, mais il va falloir en fait commencer à introduire ces débats pour arrêter d'être aussi en mode uniquement réactif et commencer à préparer l'avenir. Et justement, cette capacité à sortir aussi d'un débat politique qui, par définition aussi, peut être vraiment extrêmement circonstanciel, et d'être capable de se projeter, doit nous permettre d'avoir des narratifs qui sont aussi plus positifs. Et au-delà de, on parle beaucoup d'adaptation, évidemment, parce que typiquement, ça nous concerne au plus haut point dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais la biodiversité, c'est un impensé aujourd'hui, probablement par un certain nombre d'acteurs politiques à un niveau local aussi, parce qu'on ne sait pas forcément matérialiser ce que ça va être la conséquence en fait de la destruction de la biodiversité qu'on est en train de vivre et qui n'est pas palpable, comme aujourd'hui l'adaptation peut l'être. Comment remettre aussi des choses sur le fait que la transition, elle passe aussi par des changements de mode de vie. Et ça doit remettre dans les narratifs et dans le... Et c'est à travers le fait de justement garder une forme de cap, comme vous l'expliquiez aussi, de garder cette capacité de projection plus loin que peut-être demain, qui va nous permettre potentiellement de mieux gérer ce demain plus tard, on l'espère. Mais alors justement, là, à partir de cette étude qui est réalisée par Antoine Bristiel, se pose la question bien sûr du plus long terme et donc de l'après, et aussi de rédiger une feuille de route pour les nouvelles équipes municipales qui vont agir sur le terrain. Et donc je me tourne vers vous, François Gémen, parce qu'il y a aussi un enjeu de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression parfois que toutes les opinions se valent, sur les réseaux sociaux notamment, et il y a un vrai enjeu d'à la fois articuler une sorte de lucidité scientifique, d'être conscient de ce qui arrive, mais aussi un discours politique fédérateur qui va réunir les citoyens autour de projets. C'est la beauté de la démocratie, c'est que toutes les opinions se valent et que le vote d'un type qui a 2 doctorats en sciences politiques ou en philosophie politique a la même valeur que le vote de Marcel qui est pochetron au bistrot du coin. Et donc sur cette idée que toutes les opinions se valent, je crois malgré tout qu'il faut faire attention, particulièrement quand on est chercheur, à ne pas se placer en surplomb de la population. Et je crois que parfois le discours écologique a parfois été un discours un peu moralisateur qui s'est placé en surplomb de la population et qui donnait l'impression de vouloir parfois un peu régenter le style de vie des gens, régenter leur choix de consommation, etc. Et ça, je crois que c'est très, très compliqué. Reste une question pédagogique à laquelle je n'ai sincèrement pas de réponse, qui est de comment est-ce qu'au fond, nous allons garantir une certaine forme d'intégrité de la parole scientifique dans le débat public et comment est-ce que nous allons faire en sorte que nous ayons, singulièrement au moment des campagnes électorales et au moment des choix que doit poser une commune ou un pays, comment faire en sorte que nous ayons la même base, le même socle d'information. Et c'est pour ça que je considère souvent que la désinformation est une menace plus grande encore qui pèse sur nos démocraties que celle du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité ou de la raréfaction d'autres ressources. Parce que si nous n'avons plus une base commune d'information qui est fournie par la science, par les médias, par des éléments dans lesquels nous pouvons avoir confiance, en fait, on ne discute plus de la même réalité. Et donc, il nous est impossible de pouvoir débattre de la solution à un problème si nous n'avons plus simplement un socle sur lequel nous appuyer, si en fait on discute de 2 problèmes qui sont complètement différents. Et c'est pour ça que la question de la segmentation de l'opinion me paraît profondément problématique, où aujourd'hui on va avoir effectivement une segmentation de l'information selon le réseau social que vous utilisez, selon les chaînes de télévision que vous regardez, selon les journaux que vous lisez. Et je suis moi très très inquiet de voir à quel point une grande partie de la presse dans ce pays devient une presse
militante de gauche ou de droite qui en fait va essentiellement chercher à plaire à son lectorat. Je suis par exemple très inquiet, et là encore c'est peut-être un pavé dans la mare, mais en disant nous ne dépendons que de nos lecteurs. Il y a plein de journaux qui se disent de presse indépendante et qui vont se dire au fond nous ne dépendons que de nos lecteurs, nous ne dépendons pas du propriétaire. C'est très dangereux, à mon avis, de dépendre de ces lecteurs parce que vous allez donner à vos lecteurs exactement ce qu'ils veulent lire et vous n'allez plus pouvoir offrir à vos lecteurs un point de vue qui potentiellement contredit l'opinion qui serait majoritaire chez vos lecteurs. Et à mon avis, c'est un aspect qui me paraît très, très dangereux. Alors, ça nous éloigne peut-être un peu des enjeux des élections municipales et de l'écologie, mais cette question de la désinformation, elle me paraît vraiment, vraiment essentielle. Mais alors, vous parlez de la segmentation de l'information. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la segmentation des politiques publiques. Et je me tourne encore vers vous, Hugo, avec votre retour de terrain. Parce que quand on échangeait, on parlait de transversalité. Et l'étude d'Antoine Bristel montre ça, que pour 7 Français sur 10, les politiques environnementales doivent se penser de manière transversale. Donc vous, quelle est votre feuille de route à ce niveau-là pour les années à venir? Alors, pour les années à venir, en fait, je pense que ça reprend quelques éléments que j'ai un petit peu donnés. Moi, dans le programme tel qu'il est présenté, on va parler de services publics, parce que c'est important d'essayer de ramener des services publics. Pour rappel, dans un petit village de 500 habitants, on va parler d'aménagement du village, on va parler de démocratie, de solidarité aussi. Et d'ailleurs, et c'est ce qui va peut-être permettre d'apporter 2-3 éléments supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que j'ai déjà dit, cet élément-là, il est hyper important. De la démocratie, de comment est-ce qu'on va discuter ensemble et de comment est-ce que non seulement on va faire, mais on va faire ensemble. Moi, sur cette question de la pédagogie, là, je voulais réagir parce que c'est toujours un truc qui me fait un petit peu sursauter. J'ai toujours un peu de mal, comme ça a été très bien dit, et là, j'ai repensé à la grande convention citoyenne pour le climat. Alors, sans parler des résultats et de ce que ça a donné derrière, il y a quand même un truc qui était assez incroyable, c'est qu'à un moment donné, on a des gens qui ont été tirés au sort, qui pour certains étaient des climato-sceptiques, et puis qui ont bossé un sujet, et puis qui derrière ont sorti un truc qui était quand même d'une qualité incroyable. Mais je ne pense pas en réalité que ce soit une question de pédagogie. Je pense que c'est une question de démocratie. À ces gens-là, on ne leur a pas appris quelque chose. Alors si, peut-être, il y a eu un énorme travail fait par plein de scientifiques derrière, mais surtout, on leur a donné la parole, on leur a donné une responsabilité. Et derrière ça, ça engage. Et la question de la territorialisation de ces politiques publiques, la question municipale, je pense qu'elle réside aussi dans le fait qu'on a plus de 35 000 communes en France, et donc plus de 35 000 opportunités, maires et beaucoup plus d'élus encore qui se saisissent du sujet, qui prennent la parole et qui donnent la parole à leurs habitants. Et la solution partira du bas, et c'est aussi une manière de le faire. Alors, je pense que c'est le moment que vous attendez tous, parce qu'à partir de tous ces thèmes qui ont été évoqués, c'est aussi le moment de poser vos questions, si vous le souhaitez, à nos intervenants de ce soir. Je pense qu'il y a un micro qui peut se balader parmi la salle. Il y en a un juste derrière. Oui, merci. Merci beaucoup. J'avais une question sur la manière dont vous analysez cette espèce de décalage ou de déni, je vais plutôt dire décalage, entre concrètement ce qui est attendu par les Français et ce qui est perçu et proposé comme étant une priorité politique par le personnel politique à l'échelle nationale. Alors, est-ce que c'est, comme vous le sous-entendiez, M. Généven, avec l'exemple de Cannes qu'on aura reconnu, une forme de cynisme ou de calcul politique, ou est-ce qu'il y a autre chose, et notamment, je ne sais pas, potentiellement une logique de chambre d'écho intellectuelle au niveau de ces acteurs-là à l'échelle nationale, ou autre chose, des questions culturelles qui ont été évoquées, de formation aussi? Je ne prétends pas avoir de réponse définitive à la question. Je pense qu'il y a un enjeu culturel très fort, et on a aujourd'hui quand même un débat politique et plus globalement un débat public qui est quand même beaucoup marqué par ces questions de guerre culturelle depuis au moins 4 ou 5 ans. C'est vraiment des enjeux qui ont pris beaucoup plus d'importance qu'ils n'en avaient. Je pense que par rapport à
un jeu politique qui est beaucoup moins organisé qu'avant entre la gauche et la droite, avec des marqueurs de gauche et des marqueurs de droite. On a un besoin pour chacun, effectivement, de se démarquer. Et je suis très frappé de voir comme la logique de démarcation aujourd'hui se fait plutôt dans une logique de contre que dans une logique de pour. On va dire, voilà, il faut en gros voter pour moi parce que je ne suis pas comme les autres. Et je suis très frappé de voir la prégnance dans le débat de ces arguments du contre qui vont chercher à faire que l'une l'autre personnalité cherche à se démarquer de cette manière. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important. Et puis, effectivement, il y a aussi, et là je rejoins ce que vous aviez dit, le fait que parfois, il y a des préoccupations écologiques des gens qui ne sont pas dites comme telles. Je prends une des questions qui était pointée dans le sondage sur les priorités des gens. La priorité numéro 1, c'était la sécurité, et puis arrivait très très loin la question de l'adaptation au changement climatique. En réalité, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est une question de sécurité. Il s'agit de vous protéger vous-même, votre vie, la vie de vos proches. Il s'agit de protéger votre maison, votre voiture, vos biens, vos cultures, si vous êtes agriculteur. C'est une question de sécurité fondamentale. Et pour moi, la question de l'adaptation, c'est une véritable question régalienne qui pourrait d'ailleurs être tout à fait gérée par le ministère de l'Intérieur. Je ne serais pas choqué si la question de l'adaptation était gérée depuis le ministère de l'Intérieur plutôt que depuis le ministère de la Transition écologique. Pour autant, quand vous allez dire aux gens l'adaptation au changement climatique, ça ne va pas être perçu ou intégré comme une question de sécurité. Et même parfois, où je prends d'autres exemples, on a parlé de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, beaucoup de gens vont la percevoir comme une loi environnementale qui va chercher à protéger 3 tritons et 2 fleurs bleues. Si on dit aux gens que c'est une loi qui va concerner la lutte contre les inondations et donc que c'est une question de sécurité, le prisme est complètement différent. Idem pour une autre loi rejetée, un autre acronyme en Z, les ZFE. Si on dit aux gens c'est une question de santé publique, à nouveau le prisme est complètement différent. Et donc je crois que le fait d'isoler l'écologie dans une case, en réalité, en quelque sorte, c'est aussi donner le bâton pour se faire battre parce que ça permet de centrer le débat sur des questions idéologiques qui sont donc des points et des marqueurs de démarcation. Pardon, c'est pas très joli. Alors qu'en réalité, si on en fait une question de santé publique, si on en fait une question d'économie, si on en fait une question de sécurité, le cadrage est complètement différent. Je prends une dernière question du sondage et puis j'en termine sur la question de l'opposition entre écologie et économie. Et donc le sondage dit globalement, 3 Français sur 4, j'ai plus le chiffre exact en mémoire, 3 Français n'opposent pas les questions d'écologie et d'économie. Ce qui serait intéressant à poser comme question, c'est de dire combien pensent, et j'en fais partie, combien pensent que l'engagement dans la transition peut au contraire être un moteur de développement et de croissance économique. Et vous cadrez le débat complètement différemment, parce que comme il est cadré pour le moment, et ce n'est pas un reproche, c'est la manière dont il est cadré dans le débat public, globalement on oppose les deux, et donc vous avez ceux qui vont dire il faut choisir, soit vous faites de l'écologie, soit vous faites de l'économie, soit vous avez ceux qui vont dire c'est possible de faire les deux, et on peut faire de l'écologie sans sacrifier l'économie. Où sont ceux qui vous diraient, mais si vous faites de l'écologie, c'est ça qui au contraire va doper l'économie, c'est ça qui va rendre un territoire plus attractif parce qu'il sera mieux protégé, c'est ça qui va créer des emplois, c'est ça qui va créer le redéploiement économique. Et là, vous avez un cadrage à nouveau complètement différent. Merci, bonjour. Petite entrée en matière, je souhaite une question pour Monsieur Bristiel, notamment sur l'étude. Vous avez fait notamment une entrée quantitative, où vous avez fait l'étude sur les territoires urbains et ruraux. Moi, je me posais la question, je ne sais pas si ça avait été réfléchi, si ça n'a pas été présenté dans l'étude, mais une étude un peu plus qualitative, notamment quand on pense au territoire. Je vais prêcher un peu ma paroisse. Moi, je suis juriste dans une association d'élus, une association d'élus des territoires littoraux. Et je pense qu'il aurait pu avoir une approche peut-être un peu plus territoriale qualitative, parce que je pense qu'on ne parle pas de la même écologie quand on est sur un territoire littoral, quand on est sur un territoire montagnard, quand on est sur un territoire insulaire, quand on est sur un territoire agricole. Il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes.
Monsieur Biolay, vous avez parlé d'adaptation. Je fais une petite entorse sur le ZAN ou sur. Moi, je vais parler de la loi littorale aussi. Typiquement, l'adaptation, moi, sur nos territoires littoraux, nos élus nous disent que ce n'est pas la même adaptation. On a beaucoup plus de contraintes, on a le recul du trait de côte, on ne peut pas reculer indéfiniment. On a des enjeux aussi de stress hydrique, voilà, de construction. Voilà, je pensais à toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être été un peu plus intéressant de se pencher aussi sur ce côté qualitatif? Et sur la deuxième remarque, c'est une remarque un peu plus générale sur la question de la planification. Pareil, on dit que l'initiative vient du local et je partage complètement cet avis, mais globalement, il y a comme l'esprit de la loi qui est important. C'est que je pensais à la loi climat-résilience, pareil, je pense à la loi ZAN. La question de la planification n'est pas pareille à tous les échelons territoriaux, elle n'est pas pareille aussi en fonction du territoire. Globalement, je pense que cette question de planification, elle doit se faire aussi avec les territoires. Et je pense que je m'adresse aussi au commissaire au plan, pouvoir vraiment territorialiser toutes ces grosses lois à l'échelle de nos territoires et à leurs enjeux structuraux voilà, sur ces territoires. Je pense que c'est aussi important. Je vous remercie. Alors, sur la question d'ajouter toujours du qualitatif à du quantitatif, oui, évidemment. Et c'est d'ailleurs dans d'autres études ce que l'on fait, de regarder, voilà, parce que des études quantitatives, je rejoins aussi ce que disait François Gémen, on va toujours cadrer les questions d'une manière particulière, alors que la réalité, elle est souvent plus complexe que ce que la seule question nous permet de saisir. Et d'ailleurs, dans l'étude, on montrait aussi que il n'y a pas cette opposition entre écologie et économie, mais qu'au contraire, la transition écologique est un moteur pour le développement de l'économie. Ce que l'on a fait aussi, alors à Project Tempo, c'était de regarder précisément, commune par commune, ce que pensent les Français. En fait, on a utilisé une méthodologie, alors je ne vais pas vous faire tout le discours sur la méthodologie, parce que sinon on y est encore dans 3h30, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir voir précisément ce qui se passe pour chaque commune, ce que pensent les habitants de chaque commune en termes de transition écologique et en termes de désirabilité de certaines mesures. Et donner des outils de pilotage comme ça aux collectivités territoriales, aux maires, c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce qu'une grande partie du discours sur le backlash a un effet politique concret sur le positionnement de maires, sur le positionnement de collectivités territoriales. Et au contraire, quand on leur donne des outils qui leur permettent de voir concrètement que c'est à l'opposé de ce grand discours sur le backlash, là, ça permet quand même d'aller dans le bon sens. Sur la planification, en un mot, on a quand même encore une organisation qui est très jacobine et qui se ressent. Merci, puisque vous m'avez associé à la question quelques éléments sur la territorialisation. Alors, on ne le fait pas assez, mais on le fait dans un certain nombre de cas et on va le faire de manière croissante. Je prends un exemple, on parlait, François Gémen l'évoquait notamment, on l'a fait d'ailleurs avec le SGPE, une étude sur l'eau, la territorialisation des tensions sur la ressource en eau à l'horizon 2050, en utilisant des modèles climatiques, en utilisant une cartographie de 40 bassins versants, donc c'est assez détaillé, je vous invite à aller la regarder, elle est un peu préoccupante, donc attendez peut-être demain, parce qu'on a déjà notre lot d'inquiétudes pour ce soir. Mais elle montre, sans grande surprise, mais avec précision, que dans le quart sud-ouest notamment, en région Occitanie en particulier, beaucoup d'usages agricoles, beaucoup d'irrigation, avec même un scénario climatique moyen, pas le pire dans les prévisions du GIEC. On a évidemment des pénuries, des tensions, et pas que l'été, sur la ressource en eau. Si on avait fait cette carte de manière moyenne, si je peux dire, sur le territoire national, évidemment, parce qu'après le but c'est qu'il y ait de l'action, on aurait été assez peu utile pour décider d'un certain nombre de politiques. Pour reprendre le lien avec les questions territoriales ou la localisation des politiques écologiques, pour être le plus concret possible, une métropole, parce que je crois que ça s'est fait au niveau de la métropole, comme Toulouse, qui n'est pas dirigée par un maire écologiste, a mis en place une tarification de l'eau progressive. Donc c'est une mesure qui était vue comme plutôt une mesure d'écologie punitive, pour reprendre des termes un peu clichés, qui a été expérimentée, parce qu'on verra le bilan qui en est tiré, par la métropole de Toulouse. Ce n'est pas à la suite de notre étude sur les tensions dans le sud-ouest, mais c'est à la suite notamment du plan eau et de l'été 2022 qui était particulièrement difficile sur ce point. Donc on essaye d'éclairer, d'encourager, de territorialiser un certain nombre d'études. Je prends juste un exemple d'une phrase, un autre exemple d'une phrase.
On a fait un travail sur les risques climatiques en général pour les logements. Un des risques qui est accentué par le changement ou le dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle le RGA, le retrait-gonflement des argiles, qui, dans le nord en particulier, mais dans beaucoup d'autres zones argileuses, est un énorme problème amplifié par le changement climatique. Quand on parle de ça, effectivement, c'est de la santé, c'est de la sécurité, c'est le cadre de vie. Bon, bah là, les gens disent, le changement climatique, je le vois, je veux une réponse. Quitte à ce qu'il y ait des mesures parfois financières, restrictives, une interdiction de construction à certains endroits, etc. Là, quand on parle à partir d'un exemple concret vécu par vous-même ou votre voisin, vous acceptez même des changements de comportement assez difficiles, assez compliqués, peu que vous soyez accompagné évidemment, notamment pour les ménages les plus modestes, quand c'est illustré localement et quand c'est concret. Donc moi, je souscris totalement à ce que disaient plusieurs intervenants. On a besoin, et c'est aussi pour ça qu'on va territorialiser de plus en plus, de montrer les effets concrets pour que l'écologie ne soit pas vue comme, c'est ça qui est de pire, une espèce de combat au sein d'un hémicycle sans que ce soit connecté avec le ressenti ou la vie locale. Effectivement, juste pour finir sur cette question de territorialisation, parce que c'est quelque chose sur lequel typiquement au SGPE on essaye de s'outiller au maximum. Enfin, tout l'intérêt est aussi d'arriver à créer aussi ce dialogue un peu montant-descendant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on est capable de matérialiser en termes de données, etc., et de données à savoir, aussi pour faciliter la prise de décision. Parce que tout l'enjeu, c'est que de toute façon, tout ce qui sera fait à Paris sera forcément considéré comme descendant, mais c'est bien là aussi où un certain nombre de cadres et de lois se cristallisent. Maintenant, la question est vraiment d'arriver à faire en sorte que les marges de manœuvre dans la création de cette loi puissent permettre justement à chaque territoire de se l'approprier, de la faire sienne et de choisir la gradation dans laquelle il l'applique. Et par ailleurs, moi j'ai toujours frappé aussi dans un certain nombre de discussions qu'on a pu avoir avec des élus. Certains disent mais moi je saurais pas prendre cette décision parce que c'est trop technique, c'est sur de l'électricité, il y a un choix à faire. Là on me propose de faire du PV au sol plutôt que parce que j'ai sur une forêt bien 100 mètres. Est-ce que c'est mieux de garder la forêt? En fait, il y a aussi quand même il faut qu'on arrive à apporter de la connaissance et à apporter cette capacité de distinction aussi, cette capacité de prise de décision. Enfin, je reviens au-delà de la pédagogie, mais aussi de la capacité à faire. En fait, il faut vraiment la territorialisation, à mon sens, en tout cas, passera par notre capacité en capacité justement les décideurs locaux de prendre les meilleures décisions puisque c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire en fait. Et du coup, j'aurais une question pour Madame Siebert. Vous avez parlé du fait que la biodiversité, c'est aujourd'hui un impensé. Et je serais curieuse de savoir si vous arrivez à dire pourquoi, quels sont aujourd'hui les freins, et pourquoi, oui, est-ce qu'on ne parle pas plus de biodiversité qui rend un certain nombre de services écosystémiques qui sont vraiment nécessaires à nos sociétés, et comment est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là pour que justement ce soit moins un impensé dans toutes ces stratégies globales? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à cette question. La première, c'est que, comme les autres enjeux, en réalité, il y a une question d'appropriation de ces sujets qui sont complexes. Aujourd'hui, ça paraît évident pour tout le monde qu'on raisonne en diminution de tonnes carbone. Honnêtement, il y a 20 ans, personne n'était capable de matérialiser. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour beaucoup, moi la première, matérialiser ce que ça veut dire une tonne carbone de moins, c'est pas si simple que ça. Mais c'est passé aussi dans une forme de culture générale. Ça a été beaucoup explicité, mais c'est aussi ces dimensions doivent percoler dans le débat public et dans la société, et ça prend du temps. Aujourd'hui, on a l'adaptation parce qu'on y est confronté très fortement, parce que c'est extrêmement matériel, c'est extrêmement concret. La biodiversité, aujourd'hui, on n'est même pas forcément capable d'avoir une façon, comme une tonne carbone. Aujourd'hui, le service rendu de la biodiversité n'est pas forcément si simple que ça à matérialiser de façon simple, capacité Alors oui, on peut parler des abeilles, mais ça dépasse... Enfin, malheureusement, ça reste à un niveau potentiellement anecdotique, même si évidemment les abeilles sont essentielles. Mais le sujet aujourd'hui, c'est d'arriver aussi... Enfin, là, on se rend compte que la première frontière qu'on a sur le sujet au niveau local, c'est rien que les gens connaissent la biodiversité qu'il y a autour de chez eux. Donc, il y a quand même beaucoup de financements qui sont faits juste pour avoir des atlas de la biodiversité qui soient pris en compte après dans typiquement des projets d'aménagement en amont, pour qu'on ne découvre pas le triton bleu une fois que ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet et que clairement, ça va vraiment pas du tout être possible d'annuler un projet de 2 ans de territoire qui, par ailleurs, remplit énormément d'objectifs politiques
parce qu'on n'avait pas vu ça. Mais donc, du coup, je pense qu'il y a une question de maturité de ce sujet et du fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte encore de ce que ça va, des conséquences que ça aura. Écoutez, non, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est celui qu'on évoque régulièrement quand on a des débats sur des espèces à protéger sur des territoires. Peut-être 2 dernières questions, si vous voulez bien. Merci, rapidement. Olivier Landel, je suis l'administrateur de l'agence France Locale, la Banque des collectivités locales. J'ai été pendant longtemps délégué général de l'Association des communautés urbaines et de France Urbaine. Et ce qui m'a frappé dans vos échanges, c'est une des phrases de M. Gémen qui disait qu'il était difficile de savoir quelle était la couleur politique de telle ou telle collectivité. Moi qui travaille dans les finances depuis longtemps, je me défie quiconque en ouvrant un compte financier d'une collectivité de me dire si elle est écologique ou pas écologique, de droite ou de gauche, etc. etc. Ça, c'est une vraie réalité. Ce que vous avez dit, monsieur le maire, est absolument essentiel. C'est-à-dire que ces sujets-là, ça fait des années que les élus y sont confrontés. Pour la plupart d'entre eux, ils sont parfaitement au courant parce qu'ils les vivent de ces enjeux, de ces nécessités, et ils les traitent territorialement. C'est-à-dire qu'ils ne les traitent pas en tuyau d'orgue. Notre problème, je pense, et j'y suis confronté en tant que maintenant banquier, c'est qu'on essaye à chaque fois de faire les choses en les découpant. Un exemple critique, la taxonomie européenne. On distingue l'atténuation, l'adaptation, la biotive, l'air, l'eau, etc., etc. Nous, dans les collectivités locales, on sait très bien que tout ça se traite, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, on le traite globalement, de façon systémique. Mais le problème, c'est qu'on le traite à notre échelle de responsabilité territoriale. Déjà, vous auriez pu le dire, et peut-être ça aurait été un petit apport possible dans l'étude, j'avais déjà dit ça à Victor, rappeler que l'intercommunalité aujourd'hui traite toutes les compétences qui sont ici listées comme étant les priorités que les habitants attendent. Donc déjà, ça fait une échelle un peu plus large. Mais je pense que tous ces sujets-là doivent se traiter en interterritorialité. Je ne dis pas de façon descendante et ascendante, mais je dis entre territoires. On va publier d'ailleurs cette année, là, dans quelques mois, une étude, dans quelques semaines même, une étude sur les coopérations interterritoriales au service de la transition écologique. Et ce que vous avez dit, monsieur le maire, j'ai l'habitude de le résumer en une phrase. Comment est-ce qu'on passe d'un projet partagé à des contrats qui engagent? C'est ça le sujet que vous avez évoqué. C'est les gens sont conscients de ce qu'ils ont à faire, on les a élus sur un territoire pour une responsabilité, ils ont conscience et leurs habitants ont conscience que ça dépasse de toute façon les frontières administratives. Comment est-ce qu'on met les gens autour de la table? Et comment est-ce qu'on invente un État qui ne décide pas à la place des élus locaux ce qui doit être fait, mais un État qui se met au service de ces dynamiques interterritoriales? Je crois que c'est ça l'enjeu sur lequel il faut absolument qu'on travaille tous. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je vais me permettre également de poser une question, puisqu'on est tenu par le temps. Moi, pendant 15 ans, j'ai géré du risque climatique et je suis née au Sahel, dans une zone qui est pleinement impactée par le changement climatique. On nous parle beaucoup d'événements climatiques exceptionnels, or ces événements deviennent une norme. Comment est-ce qu'aujourd'hui et demain, on va construire et reconstruire avec résilience? Et comment cette résilience va-t-elle s'infuser dans l'économie en général? Merci. En fait, c'est une question qui est immense et qui pourrait faire l'objet d'une soirée entière, je pense. Donc, on regarde tous le sujet. C'est vraiment une question de politique publique, en réalité, une manière dont on va dérouler une politique publique. Et je ne m'aventurerai pas trop à répondre à cette question parce que je pense que j'en ai ni les compétences ni les moyens, mais justement, en parlant de moyens, il y a un vrai sujet de financement, de circuit de financement et derrière de coopération d'acteurs. Et pour moi, ça passe par la territorialisation et le financement qui implique toutes les questions de consentement à l'impôt qui ont été effleurées dans le dossier, qui reflètent un vrai sujet qui dépasse les questions environnementales très largement aujourd'hui. Mais si on veut aller quelque part, il faut qu'on ait cette vision de là où on veut aller pour qu'on puisse embarquer tout le monde en disant vous voyez,
L'argent, quand on le prélève, il va là. Et il va pour que, quand il y a une inondation, on ne parte pas avec, que l'hôpital ne ferme pas, que quand on a des chutes de neige, on n'ait pas des hameaux entiers qui passent sous la neige, etc. etc. Ou que quand on a un recul du trait de côte, et ben, qu'est-ce qu'on fait de la ville qui était hors de l'eau et qui devient sous l'eau? Je pense que ça, c'est typiquement une question de planification aussi. C'est-à-dire que la résilience, ça s'organise, ça s'anticipe, ça s'inscrit dans un cadre aussi réglementaire, législatif. Et il y a un réflexe aussi à faire, encore une fois, infuser quand même dans la façon dont les décisions sont prises à toutes les échelles. Donc c'est clairement un enjeu aussi une forme de doctrine qu'il va falloir commencer à créer parce qu'on va être confronté, typiquement, retrait du trait de côte, comment on se positionne vis-à-vis de ça, jusqu'où on va finalement. On a des sujets Miquelon, le déplacement du village de Miquelon est un énorme sujet qui va faire date sur la façon dont on va créer, on va déjà faire face et ensuite se mettre dans des positions de plus grande résilience. Je pense que ce que Mayotte a vécu en est typiquement aussi un exemple criant. Mais on n'a pas encore écrit l'histoire. Et c'est clairement un des gros sujets qui va arriver sur ces sujets de projection à long terme pour arriver à l'intégrer vraiment dans l'ADN de tout ce qu'on fait finalement dans les années qui viennent. Mais ce sera le mot de la fin plein de promesses. Je vous remercie tous les 5 sur ce débat sur l'écologie à l'épreuve des territoires. Et Victor Delage, fondateur de l'Institut Theram, va conclure cette journée. Bonsoir. Chers amis, je suis vraiment ravi de vous voir si nombreuses ce soir, parce que bien sûr, à l'Institut Theram, en tant que think tank, on publie des rapports, on publie des études pour faire vivre le débat des idées. Je sais que, cher Clément, au commissariat, c'est ce que vous faites aussi depuis que vous êtes arrivé. On ne peut que s'en réjouir. Mais c'est aussi important, une fois que ça a perforé l'espace politico-médiatique, de prolonger ces discussions. Pour nous, c'est fondamental de créer du débat, de se confronter à certains désaccords, mais aussi de réfléchir à des points de convergence entre les acteurs. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous voir ce soir, d'autant plus que à l'Institut Theram, c'est pour nous central, bien sûr, de défendre nos idées dans des beaux lieux comme cela à Paris. On le fait régulièrement avec des acteurs institutionnels, des partis politiques, etc., etc. Mais on se déplace aussi énormément dans les territoires. Et peu importe les typologies de territoires, on va dans des grandes métropoles, mais aussi dans des villages de 200-300 habitants. Ce qui est assez formidable, d'ailleurs, il faut bien le dire, les auteurs adorent ça, parce que vous présentez le même rapport, mais les échanges sont à chaque fois très différents. Alors, je vais essayer de faire court, parce qu'en plus, j'ai noté que les micros étaient un petit peu fatigués. Déjà, je voudrais dire que ce que je retiens de ces échanges, que j'ai trouvé extrêmement riches, denses, c'est que finalement, la question centrale, c'est comment faire de l'écologie, non pas quelque chose qui soit perçu comme une contrainte au sein de l'opinion publique, mais véritablement comme un projet mobilisateur, tourné vers l'avenir et capable d'amener derrière notamment les nouvelles générations qui sont directement concernées par tous ces sujets. Alors il y a eu tout un tas d'éléments qui ont été dits ce soir et je tiens à remercier particulièrement les différents intervenants. Je tiens à remercier le haut-commissaire qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Je pense qu'on aura une réponse aussi assez déterminante dans quelques semaines. Ça a été rappelé, le 15 mars, on va avoir le premier tour des élections municipales. Ces élections qui sont si singulières dans notre cycle électoral en France. Parce que je rappelle que le 15 mars prochain, on va avoir le même jour, dans une temporalité tout à fait similaire, près de 35 000 élections en France, avec 35 000 visions de l'avenir. Et ce qui ressort de cette étude et ce qui ressort d'une étude aussi qu'on a publiée très prochainement, avec un dispositif à nouveau très large, plus de 10 000 personnes interrogées, une méthodologie extrêmement robuste
a mis en place avec l'IFOP, c'est que finalement, on voit que la commune, c'est avant tout une petite patrie pour beaucoup de nos concitoyens. Une petite patrie parce que c'est un lieu d'appartenance, c'est un lieu d'enracinement, c'est un lieu d'histoire aussi, c'est un lieu de sociabilité pour beaucoup de populations qui se rencontrent à l'heure d'un moment où on voit bien que dès lors qu'on parle des territoires, on insiste toujours sur les fractures. Je pense que c'est essentiel de rappeler toutes les interconnexions humaines, économiques, sociales, sociétales, culturelles qui existent entre ces populations qui se rencontrent bien souvent à l'échelle d'un bassin de vie. Et puis, c'est surtout là, à cette échelle, que finalement la République, elle se vit au quotidien. Alors, cher Clément, vous parliez tout à l'heure effectivement on n'a pas parlé que de bonnes nouvelles ce soir. Dans cette étude qu'on va publier très prochainement, j'en vois au moins 2. Et peut-être terminer par là cette soirée pour terminer sur un élan positif. La première chose, c'est que dans un moment où on voit bien que la défiance à l'égard des partis politiques, notamment à l'échelle nationale, est extrêmement puissante, les Français croient encore que c'est possible de changer les choses et que ça peut uniquement se passer par l'échelle locale. Ils croient encore que leur vote au municipal peut changer leur avenir dans leur commune. Et quand on regarde ce qui se passe à l'échelle nationale, moi j'appelle ça la double crise de la représentation, à la fois politique. Vous avez 3/4 des Français qui considèrent que les politiques ne les comprennent pas, ne connaissent pas leurs préoccupations du quotidien, tout ce qu'on entend en fait régulièrement dans l'espace public. Ça vaut aussi pour les médias. On est sur des proportions tout à fait similaires. Et à partir du moment où vous avez le sentiment que dans l'espace public, plus personne ne vous représente, plus personne ne vous comprend, plus personne ne vous connaît, bah ça peut amener à tout un tas de tensions, ça peut amener à une augmentation de l'abstention, on le verra pour les prochaines municipales, ça sera très intéressant à observer, pas par rapport à 2020, parce que je rappelle que le premier tour, on était en plein Covid, mais par rapport à 2014, et puis ça peut amener, bien entendu, aussi à un vote protestataire. Donc effectivement, je pense qu'on peut se réjouir collectivement que cet échelon démocratique local, il tient, même si on publie le 6 mars prochain un livre de Benjamin Morel qui montre quand même sous tension, que si on ne fait rien, en fait, il y a un vrai risque d'érosion multiforme de cette municipalité avec à la fois la crise de vocation que l'on connaît, dont on parle de plus en plus maintenant dans les associations d'élus, les démissions qui se sont démultipliées. Sur le dernier mandat, on a atteint des chiffres records, le manque de candidats, etc. etc. L'autre bonne nouvelle que je voulais partager avec vous et qui ressort vraiment de cette prochaine étude, c'est finalement que à l'heure où on parle de la nationalisation de ce débat sur les élections municipales, ce que l'on voit, c'est que c'est faux. C'est totalement faux. La grande majorité des électeurs nous disent qu'ils vont voter aux prochaines municipales en fonction de la situation de leur commune. Alors c'est vrai que le climat national n'est plus imperméable, ça c'est certain, on le voit bien, on l'a rappelé sur les préoccupations, la sécurité, même si, comme tu l'as dit Antoine, on voit bien que la sécurité c'est quelque chose de très abstrait, et quand on rentre dans le détail, encore une fois, et c'est ce qu'on essaie de faire, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, et c'est avant tout la sécurité de son style de vie, de son mode de vie au quotidien qui inquiète, plus que la sécurité liée au trafic par exemple. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que pour les communes qui n'auront pas un projet clair, qui n'auront pas un projet précis, c'est vrai qu'il y a un risque d'exutoire, ça c'est certain. Et quand on regarde d'ailleurs certains sondages par rapport à des grandes métropoles, on voit qu'il y a un vrai risque, effectivement, qu'un an avant l'élection présidentielle, qu'une part significative d'électeurs, finalement, aille faire un vote sanction, ou un vote signal en tout cas, adressé à la capitale. Par contre, et c'est ce que l'on voit aussi, je pense, à travers les chiffres de ton étude, Antoine, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un élu ou candidat, que vous avez un projet qui est fort, un projet qui est explicité, un projet qui est chiffré, un projet qui est ludique aussi, je pense que ça peut devenir véritablement quelque chose qui rassemble les citoyens. Et c'est là où cette question de l'écologie, elle est déterminante et elle peut basculer. Quand vous avez une écologie qui est vécue, comme ça a été rappelé, parfois de manière descendante, sous forme d'une série d'injonctions en fait, qui seraient pensées à Paris, effectivement, ça peut renforcer certaines fractures. Par contre, dès lors que vous avez un projet, et notamment sur cette thématique de l'écologie, qui est pensé de manière territorialisée, je crois, j'ai vraiment la conviction, et c'est pour ça qu'on fait ces études avec Antoine, que ça peut participer
à l'amélioration quotidienne des citoyens. Et c'est pour ça que je crois qu'à un moment où on voit bien qu'il y a une conscientisation de ces enjeux climatiques, de ces enjeux environnementaux par l'opinion, pour aller dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure, on a chiffré, nous, à près d'un tiers des Français qui ont été touchés par une catastrophe naturelle dans leur commune au cours des 5 dernières années. Donc on voit que c'est quelque chose qui est massif, en fait, qui touche tout le monde. Je crois que les élections et peut-être plus encore les feuilles de route des conseils municipaux qui vont être mis en place seront une sorte de crash test pour savoir si finalement la transition écologique, elle devient un projet situé, un projet territorial, un projet concret, ou à l'inverse, si elle reste quelque peu abstraite, périphérique et parfois génératrice de tensions. Et je crois que la question, et je terminerai par là, la question qui nous accompagne ce soir, finalement, elle est assez simple, c'est sommes-nous capables de faire de l'écologie non pas simplement un marqueur partisan, comme ça a souvent été le cas en France, et ce qui n'est pas le cas, loin de là, dans beaucoup de nos voisins européens, ou à l'inverse, un projet territorial, majoritaire, fédérateur, à laquelle l'opinion communale, mais même à l'échelon national, parce que c'est l'étape d'après, adhère significativement. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. On a prévu avec Project Tempo et donc l'Institut Terram le verre de l'amitié, comme on dit. Donc on se rejoint, c'est juste de ce côté-là. Et on est libre et très heureux de pouvoir échanger avec vous dans le prolongement de cette soirée. Merci beaucoup.